C'est une expérience horrible qui s'est produite pendant le confinement de 2020. Je suis parti seul au Japon et me suis retrouvé coincé là-bas en pleine épidémie de coronavirus. Heureusement, j'ai rencontré un gars dans mon programme de randonnée et on est devenus amis. Il s'appelait Hiroshi. Hiroshi est né et a grandi au Japon. Il vivait avec ses parents dans un petit village japonais. J'étais totalement démuni, car tous les vols étaient annulés, avec un confinement déclaré partout dans le monde. Hiroshi m'a invité à rester chez sa famille jusqu'à ce que les aéroports rouvrent. Je dois dire que les Japonais sont très proches de la nature. La façon dont leurs maisons sont construites dans les villages montre bien leur amour pour la nature. La maison d'Hiroshi était exactement comme ça. C'était une petite maison en bois à 2 étages. Hiroshi partageait sa chambre avec moi. Sa mère a préparé un lit supplémentaire sur le plancher en bois. C'était parmi les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Un matin, je prenais le petit déjeuner avec eux quand le père d'Hiroshi est rentré, l'air triste. Maintenant, je dois vous dire que le village d'Hiroshi est assez loin de la zone urbaine, donc l'impact de la pandémie y était plutôt faible. Voyant le visage inquiet de son père, Hiroshi demanda « Que se passe-t-il, papa ?» Son père répondit d'un ton triste « Un autre suicide a été signalé à Aokigahara. » Les gens du coin disant que c'était une femme d'une 30aine d'années. Dieu sait combien de vies cette forêt va encore prendre. N'étant pas au courant du sujet, je les regardais sans comprendre. Après le petit déjeuner, Hiroshi et moi sommes allés nous promener dans le village. Je lui ai demandé « C'est quoi Aokigahara ?» Hiroshi a répondu « C'est une forêt près de notre village. On l'appelle souvent la forêt des suicides. » Je n'en avais jamais entendu parler, alors je l'ai fixé avec un air très surpris. Hiroshi a continué en disant que les habitants croient que la forêt est hantée. En fait, beaucoup de personnes affirment avoir vu des fantômes dans cette forêt. J'ai demandé « Elle est loin cette forêt ?» Il a répondu « Pas trop. C'est à une demi-heure de marche de chez nous. De toute façon, on n'a rien à faire. En plus, sortir et passer du temps dans la nature nous aidera à nous changer les idées. » Alors j'ai dit « Hé, allons visiter cet endroit. » De toute façon, on s'ennuie à rester à la maison. Hiroshi a dit d'une voix inquiète « Je ne sais pas. Je dois d'abord demander à mes parents. Il y a beaucoup d'histoires effrayantes sur cet endroit. » Comme le soleil commençait à se coucher, nous avons décidé de rentrer. Le soir, nous étions assis dans le salon. Hiroshi s'est tourné vers ses parents et a mentionné la randonnée dans la forêt du suicide. Bien qu'ils aient refusé au début, après nos demandes insistantes, son père nous a finalement donné la permission. Mais il nous a dit de quitter l'endroit avant la nuit. J'ai accepté, car je n'avais pas l'intention de rester dans une forêt où tant de suicides ont été signalés. Le lendemain matin, Hiroshi et moi avons préparé nos sacs et commencé notre voyage. J'étais soulagé qu'enfin, après 2 semaines, nous sortions de ce village. Nous étions presque à la dernière maison du village. La route de montagne continuait sur sa gauche. 30 minutes de marche sur cette route nous mènerait à Aokigahara. Sur le seuil de la dernière maison, on a vu un vieil homme assis sur une chaise en bois. On allait passer devant lui quand il s'est levé et a saisi ma main. J'ai sursauté et dit « Hé, ça va ?» Ses yeux étaient vides, comme perdus dans ses pensées. Les rides sur son visage témoignaient de son âge avancé. Hiroshi a dit d'une voix tremblante « Qu'est-ce qu'il y a, papy ?» L'homme ne l'a pas regardé. Il me fixait simplement avant de murmurer d'une voix faible « Kizuku, Kuchisaki onna, Kizuku, Kuchisaki onna. » Je ne comprenais rien, mais le visage terrifié d'Hiroshi m'indiquait que c'était inquiétant. Son comportement commençait vraiment à me faire peur. J'ai libéré ma main de son emprise et reculé. Hiroshi a dit d'une voix tremblante « Oh, on devrait y aller. Viens, Jack. » Avec un sentiment étrange, j'ai commencé à marcher avec Hiroshi. La maison disparaissait de notre vue, mais le vieil homme restait là, marmonnant toujours les mêmes mots. Je me suis tourné vers mon ami et lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il disait ? C'est qui ce type ?» Hiroshi fit une pause et dit « C'est l'homme le plus âgé de notre village. On l'appelle Pa. On dit qu'il peut voir l'avenir et prédire les malheurs. » J'ai dit, les yeux étonnés, « Qu'a-t-il dit en japonais ?» Hiroshi prit un moment et répondit « Ces mots signifient « Méfiez-vous de Kuchisake Onna ». Je n'avais évidemment aucune idée de ce que voulait dire Kuchisake Onna, alors j'ai continué à fixer Hiroshi d'un regard curieux. Hiroshi a dit « Dans le folklore japonais,
Il existe une légende urbaine appelée Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue. Selon la légende, Kushisake Onna était l'épouse ou la concubine infidèle d'un samouraï. Pour la punir de son infidélité, son mari lui trancha les coins de la bouche d'une oreille à l'autre. D'autres versions racontent que sa bouche fut mutilée lors d'un acte médical ou dentaire, qu'une femme jalouse de sa beauté l'a défigurée, ou que sa bouche est remplie de dents tranchantes. Après sa mort, cette femme est revenue sous forme d'esprit vengeur. Elle cache sa bouche avec un masque en tissu ou parfois un éventail ou un mouchoir. Elle porte aussi une arme tranchante, décrite comme un couteau, une machette ou une grande paire de ciseaux. Kushisake Onna surprend ses victimes dans l'obscurité et leur demande si elle la trouve belle. Si la victime répond oui, elle retire son masque et révèle une bouche rouge, sanglante et grotesque. Puis elle demande, d'une voix terrifiante, s'il la trouve toujours belle, ajoutant « Même maintenant ?» Si la victime répond non ou hurle de peur, elle le tranche d'une oreille à l'autre, imitant sa propre mutilation. S'ils mentent et répondent oui une seconde fois, elle s'éloigne mais suit sa cible jusqu'à chez elle pour la massacrer brutalement durant la nuit. Je ne vais pas mentir, cette histoire horrible m'a vraiment donné la chair de poule. J'ai remarqué que nous avions atteint la forêt. Hiroshi a dit « Allons-y ». Nous avons 1 heure avant l'aube. Nous devons rester ensemble, sinon nous pouvons nous perdre. Je n'ai jamais vu une forêt aussi silencieuse. Je veux dire, chaque lieu a son propre son. Mais cette forêt m'a fait sentir que j'entrais dans un monde totalement différent, où aucun être vivant n'est admis. Soudain, une question m'est venue à l'esprit. J'ai demandé à Hiroshi, « Mais pourquoi ton père a dit qu'on doit se méfier de cette femme à la bouche fendue? C'est juste une histoire qui fait peur, non ?» Hiroshi scruta la forêt sombre et répondit « Je ne sais pas pourquoi papa a réagi ainsi. J'ai vu la tension sur son visage, comme s'il me cachait quelque chose. » Nous avons marché dans la forêt quelques minutes de plus, puis décidé de faire une pause avant de rentrer. Nous nous sommes assis sur un gros rocher sous un arbre proche. J'ai bu de l'eau de la gourde et dit « Alors, comment peut-on échapper à cette légende urbaine ?» Hiroshi a souri et dit « Tu as peur, Jack ?» J'ai répondu maladroitement « Pas du tout. Je te demande juste de terminer l'histoire, c'est tout. » Hiroshi alluma une cigarette et dit « On peut survivre à une rencontre avec Kushisake Onna en utilisant plusieurs méthodes. Dans certaines versions, Kushisake Onna laisse sa victime tranquille si elle répond oui à ces 2 questions, mais dans d'autres, elle visite le domicile de la personne plus tard dans la nuit et la tue pendant son sommeil. D'autres tactiques incluent de décrire son apparence comme ordinaire, donnant assez de temps pour s'enfuir. À peine Hiroshi avait-il fini sa phrase qu'un événement inattendu se produisit. Nous étions assis face à un buisson tout proche. À côté de ce buisson, la forêt était encore plus dense. Soudain, j'ai vu le buisson bouger. Un bruissement de feuilles se fit entendre. Nous sommes restés silencieux, fixant le buisson. J'ai regardé Hiroshi et vu son visage terrifié. La cigarette dans sa main est tombée par terre. J'ai demandé d'une voix tremblante « Qui est là ?» C'est alors que nous avons vu quelque chose et notre sang s'est glacé. Tandis que les buissons bougeaient, une tête a commencé à apparaître. Une femme s'est lentement levée de ces buissons. Ses yeux semblaient sans vie et son masque était étrange. J'ai pensé, une pandémie sévit, c'est peut-être pour ça qu'elle porte un masque. Puis elle s'est approchée et a demandé « Me trouves-tu belle ?» La peur m'a envahi. Je ne savais pas quoi dire. Hiroshi m'a attrapé la main et a crié « Cours !» On s'est mis à courir sans regarder où on allait. Un rire glaçant sortit de la bouche de cette femme. En me retournant, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue. C'était elle. Sa bouche était fendue d'une oreille à l'autre. Ses dents pointues rendaient son rire terrifiant. D'une façon ou d'une autre, nous avons réussi à sortir de la forêt et finalement, nous sommes arrivés au village, complètement essoufflés. Nous nous sommes effondrés sur la place du village, haletant pour reprendre notre souffle. Quelques villageois sont venus nous aider, croyant que nous étions malades. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une forte fièvre. Hiroshi a eu mal au ventre pendant 3 jours. Je ne sais toujours pas si ce que nous avons vu était réel ou fruit de notre imagination. Plus tard, nous avons interrogé le père d'Hiroshi qui nous a dit « La forêt du suicide est pleine de yurei. Ce sont des esprits tourmentés ou défunts. C'était sûrement un esprit maléfique.
qui a tenté de nous effrayer en prenant l'apparence de Kushisake Onna, cette légende japonaise. Nous ne sommes jamais retournés dans cette forêt tant que je suis resté chez eux. Mais qu'en pensez-vous? Avons-nous vraiment vu Kushisake Onna dans la forêt du suicide? Ou était-ce autre chose? Je suis encore sous le choc après cet incident, mais je pense qu'il est important de le partager. Je m'appelle Molly. J'habite dans une petite ville, en Virginie occidentale. Les gens de notre ville sont généralement aimables entre eux, et il n'y a presque jamais de problèmes ici. Je sors souvent avec mes amis après les cours. Être ado au lycée, c'est dur, surtout quand on cherche l'aventure dans notre ville ennuyeuse, où rien ne se passe. Notre école se trouve près des bois. Un jour après les cours, mon ami Joe et moi étions assis dans la cour de l'école. Soudain, Joe a pointé vers les bois et dit « Regarde, c'est pas Tim ça !» J'ai suivi son regard et j'ai vu mon ami Tim qui sortait des bois et marchait vers nous. J'étais un peu surprise de le voir sortir de là-bas. Quand il s'est approché, j'ai vu ses yeux rouges et j'ai compris qu'il était défoncé. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu faisais là-bas » Tim a répondu d'un ton bizarre « Je m'amuse », puis s'est mis à rire. Joe lui a demandé « Qu'est-ce que t'as, mec ?» Tim a souri et nous a montré des pilules dans une petite pochette en plastique et a dit « J'ai rencontré un type hier soir. Il vend de la bonne cam, tu vois. Je suis allé en chercher plus chez lui aujourd'hui. » Ce n'était pas si choquant, car j'ai aussi fumé de l'herbe avec mes amis. Mais je m'inquiétais pour Tim, qui rencontrait cet inconnu dans des endroits isolés pour acheter de la drogue, ce qui n'est pas du tout sûr. J'ai dit d'une voix inquiète « Tu connais ce type ? C'est pas un peu risqué de le voir dans des endroits isolés ?» Tim s'est moqué de moi en disant « Les gens n'achètent pas de drogues au supermarché, Wanda. » Et Tim et Joe ont commencé à rire de moi. Ils ont toujours été bons amis, donc leurs petites blagues ne me dérangeaient pas. Nous sommes tous rentrés chez nous et la journée s'est déroulée normalement. J'étais dans ma chambre en train d'étudier quand j'ai reçu un texto de Joe. Le message disait « Demain, barbecue chez moi. J'ai déjà prévenu Tim. À demain. » Comme je l'ai déjà dit, nous vivions dans la même ville et nos maisons étaient proches l'une de l'autre. Donc, nos familles étaient assez liées. J'ai parlé à ma mère de l'invitation à dîner chez Joe et elle a accepté. Le lendemain, étant samedi, j'étais impatient de passer un bon moment avec mes amis. Le jour suivant, je me suis préparé et je suis allé chez Joe avec une tarte faite maison par ma mère à leur offrir en cadeau. La famille de Joe avait organisé un barbecue dans leur jardin. Nous nous sommes assis tous les trois dans un coin et avons commencé à manger de la viande grillée. Les parents de Joe étaient occupés ailleurs, donc nous étions juste tous les trois à nous détendre dans le jardin sous un ciel rempli d'étoiles. On parlait des potins de l'école et d'autres trucs quand Tim a dit « Je vais revoir ce type demain soir. Il dit qu'il a des trucs vraiment bons. » Joe a répondu « Mec, rencontrer un dealer dans les bois? En plus la nuit? C'est risqué. » Tim a répondu d'un ton insouciant « Non. » Cette fois, il m'a demandé de le retrouver sous le pont de Colchester vers 19h30. Joe et moi nous sommes regardés, le visage pâle. Joe a dit d'une voix très étonnée « Attends, tu veux dire que tu vas attendre seul la nuit sous le pont du Bunnyman ?» Tim s'est mis à rire d'un ton moqueur et a dit « Oh là là, ne sois pas si bête. L'homme-lapin, c'est juste une histoire inventée pour faire peur aux enfants. » L'homme-lapin est une légende urbaine née de 2 incidents dans le comté de Fairfax, en Virginie, en 1970. Mais elle s'est répandue dans toute la région de Washington, D.C. La légende a plusieurs variantes. La plupart racontent l'histoire d'un homme déguisé en lapin qui attaque les gens avec une hache et les poignarde à mort. La plupart des histoires se déroulent près du viaduc de Colchester, un pont ferroviaire au sud qui malheureusement se trouve dans notre ville. Tous les enfants et adultes de cette ville connaissent cette légende. Certaines personnes disent que le Bunnyman, qui était en réalité un tueur en série, est mort il y a longtemps, mais son esprit hante toujours le tunnel sous le pont de Colchester. J'ai été un peu effrayé par toute cette conversation. Alors, je me suis levé pour rentrer. « Les gars, rentrons à l'intérieur. En plus, il fait vraiment sombre ici, » dis-je d'une voix faible. « Sinon quoi, le Bunnyman va venir nous poignarder ?»« Allez, Molly. » Tim s'est moqué de moi et a commencé à rire. J'ai perdu patience et j'ai dit « Écoute, crétin. Je suis d'accord avec Joe. Ce n'est pas du tout sûr de rencontrer un dealer sous ce pont. Tu veux être le plus brave? Soit. Mais tu es aussi le plus stupide. » Tim s'est énervé et a dit « Ouais. Je ne suis pas un lâche comme toi. » Ça m'a mise en colère, alors j'ai dit « Très bien. Tu crois que toi seul peux affronter le danger? J'irai avec toi aussi. »
Joe dit d'une voix tremblante. Les gars, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tim, pourquoi ne peux-tu pas simplement dire à cet homme de te retrouver ailleurs? Mais nous étions déjà au-delà de la discussion, alors j'ai dit, nous deux allons avec Tim, et c'est définitif. Nous avons dîné chez Joe puis sommes rentrés à la maison. Joe et moi avons décidé de retrouver Tim le lendemain vers 19h. Je n'ai rien dit à mes parents de tout cet épisode, car je savais qu'ils seraient de furieux s'ils apprenaient qu'on allait au pont du Bunnyman. J'ai pris ma lampe torche et, par sécurité, le couteau de chasse de mon père. Je voulais simplement être prêt à affronter tout danger. J'ai retrouvé Joe et Tim en chemin, et nous avons tous commencé à marcher vers le pont du Bunnyman. Même en plein jour, les gens s'y aventurent rarement. La rue menant à notre destination était totalement déserte et bordée de bois sombres. Nous y étions presque. Je pouvais voir le tunnel effrayant et sombre sous le pont au bout de la route. Tim m'a regardé et a dit d'une voix drôle « Tu as peur, Molly ?» J'ai dit d'une voix agacée « Prends vite tes affaires et finissons-en. » Tim a appelé cet homme et a dit « Hé, on est arrivé. Où es-tu » Je ne sais pas ce que l'homme a dit de l'autre côté du téléphone, mais Tim nous a dit qu'il était en route et qu'on devait attendre 1 minute ou 2. Nous avons marché vers le tunnel et sommes restés là. Le pont était au-dessus de nous et le tunnel était vraiment sombre. Aucun bruit, sauf le vent et les grillons qui chantaient tout autour. Nous sommes restés ainsi quelques minutes, mais l'homme était introuvable. Joe a dit d'un ton énervé « Où est ton guide, Tim? Appelle-le et dis-lui de venir vite. On ne peut pas attendre ici toute la nuit. » Tim a dit d'une voix inquiète « Vous deux, attendez ici, je vais aller vérifier la route. » Joe et moi sommes restés là comme avant, et Tim est parti par où nous étions venus. Après encore 5 minutes comme ça, Tim est revenu et a dit « L'homme est toujours en route. » Joe a crié « Va te faire foutre, Tim, et ton dealer aussi. Allons-y, Molly. Ça ne sert à rien d'attendre ici. Cet endroit me fout les jetons. » J'étais aussi vraiment agacé par les blagues de Tim. J'ai dit « Quelle perte de temps. » Au moment où nous allions sortir du tunnel, une scène terrifiante s'est produite. Un homme déguisé en lapin est sorti des buissons à côté du tunnel et a bloqué notre chemin. Il se tenait à 5 ou 6 mains de distance de nous. Une sensation glaçante m'a fait monter le cœur à la gorge. Joe a commencé à respirer lourdement. Il a dit d'une voix paniquée « C'est réel. C'est impossible. Les fantômes n'existent pas. » Je ne savais pas quoi faire. On ne pouvait pas sortir du tunnel sans l'affronter. Tim s'est aussi mis à crier. Soudain, l'homme lapin a levé son bras droit et j'ai vu une arme tranchante comme une hache dans sa main. Il a émis un grincement, comme si notre peur l'amusait. J'avais peur, et je transpirais comme un cheval quand je me suis souvenu que j'avais le couteau de mon père sur moi. J'ai sorti le couteau aussi discrètement que possible et j'ai murmuré « Si t'es un type flippant déguisé en lapin, tu ne sortiras pas vivant de ce tunnel non plus. » L'homme s'est mis à sprinter vers Joe, qui a hurlé de terreur. Dès qu'il a sauté sur mon ami avec son arme, je l'ai attrapé par derrière et j'ai commencé à le poignarder. Au premier coup, l'homme lapin a hurlé de douleur. Je sentais son sang sur mes mains et je savais que je l'avais poignardé très profondément. C'est là que l'horreur ultime s'est produite. Tim a couru vers moi comme un dingue et a crié « Mon Dieu, non! Arrête, Molly, arrête !» Il a libéré l'homme lapin de mon emprise et m'a repoussé. L'homme lapin est tombé sur la route et s'est mis à gémir de douleur atroce. Tim lui a enlevé sa tête de lapin et Joe et moi étions figés de stupeur. C'était un gars de notre école. Il s'appelait Charlie. J'ai crié « Charlie, qu'est-ce que tu fous ici à cette heure ?» Mais Charlie a commencé à s'évanouir de douleur. Sans plus attendre, nous l'avons emmené d'urgence à l'hôpital. Nos parents sont venus, ainsi que ceux de Charlie. Nous avons tous été punis et sévèrement réprimandés, surtout Tim. Tim avait dit à Charlie de se déguiser en lapin et d'attendre dans les buissons près du pont de Colchester. Tim voulait nous effrayer avec Charlie pour qu'on ne soupçonne pas sa farce et qu'on croie que le fantôme Bunnyman existait toujours. Charlie a eu 12 points de suture au ventre, mais il s'en est sorti. On a été privés de sortie pendant 1 mois et Tim a été envoyé en pension. Une simple farce a ruiné toutes nos vies. Je ne pourrai jamais me remettre du traumatisme d'avoir poignardé une personne innocente sous l'effet du choc. Cela s'est passé il y a 19 ans, et c'était sans doute l'événement le plus effrayant et tragique qui m'a marqué et qui continuera à me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Je tiens à préciser que si vous êtes sensible, cette histoire n'est pas pour vous. Mais bon, passons à l'histoire. C'était le soir du 13 janvier et j'étais en colonie de ski avec 2 bons amis d'enfance, Josh et Mark.
Dans la colonie, on était environ 40 jeunes de 8 à 16 ans et on logeait dans un énorme hôtel pendant 2 semaines. Josh, Mark et moi avions tous 14 ans et c'était notre première colonie de ski ensemble. On était tous des petits rebelles qui aimaient se mettre dans des situations risquées. Mais ce que je vais vous raconter est arrivé parce qu'on est allé trop loin. C'était la 2e semaine du séjour et skier sur les mêmes pistes devenait un peu monotone. On commençait à s'ennuyer de skier au parc, alors on a décidé d'explorer hors piste. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur les pistes, on part dans la forêt tout en gardant les pistes en vue. Un jour, on était avec notre groupe assigné d'environ 8 enfants. On skiait tout en haut de la montagne quand on a décidé de sortir des sentiers battus. On avait descendu un bout et Mark a dit qu'il surveillerait la piste à côté de nous. On skie tous super vite et Mark a voulu qu'on voie qui serait le plus rapide sans heurter d'arbres. J'ai accepté et tous les 3, on est descendu encore plus vite cette fois. La pente devenait plus raide et j'étais un peu devant eux deux. C'est là qu'on a tous foncé vers une sorte de falaise d'où j'ai chuté. Je crois qu'aucun de nous ne l'avait vu parce qu'on a tous fait le saut. Dès que j'ai touché le sol, je m'arrête et regarde derrière moi pour voir si tout le monde a atterri en sécurité car ce n'était pas un petit saut à faire. J'ai vu Josh atterrir juste à côté de moi et il allait bien, mais Mark est tombé assez brutalement et a un peu perdu l'équilibre. Josh et moi allons vers lui pour vérifier s'il va bien et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait perdu la piste. Josh a proposé l'idée de remonter, mais ce n'était pas possible. C'était trop raide et quiconque skie sait qu'il faut beaucoup de temps et d'efforts pour gravir une montagne raide dans la neige avec des skis. Et puis, la falaise derrière nous était trop haute pour l'escalader. On a décidé de continuer à descendre et, en même temps, de tourner vers la droite. Nous descendons lentement cette fois et continuons à tourner à droite. Mais malheureusement, il y a juste plus de la même zone boisée. On comprend que c'est sans espoir et on s'arrête une 2e fois pour élaborer un plan. Mark perd tout espoir et nous lui disons tous plus ou moins que ça va aller. Mais il faisait peu à peu plus sombre et nous sommes arrivés à la terrifiante conclusion que nous étions perdus. À ce moment-là, nous avons passé une bonne heure assis à discuter et il commençait vraiment à faire froid pour nous tous. Nous décidons tous de continuer à descendre en glissant, car cela nous mènerait forcément à la civilisation. Et de toute façon, nous n'avions pas d'autre choix que de descendre. En glissant, il fait de plus en plus sombre au point qu'on distingue à peine ce qui est devant nous. C'est alors que Josh repère une lumière au loin sur la gauche. En nous approchant, nous voyons que c'est une petite cabane en bois à l'aspect douteux. Nous frappons à la porte et aussitôt, nous entendons une femme hurler de l'intérieur. C'est quoi ce délire? On se regarde tous, choqués. Après quelques secondes, nous entendons un grand bruit et les cris s'arrêtent net. Mark recule et nous dit « C'est peut-être pas une bonne idée ». Franchement, on était tous flippés et surpris, reculant loin de la porte. Dès qu'on l'a fait, on a entendu une voix d'homme qui jurait très fort. Puis, environ 20 secondes après, quelqu'un a ouvert la porte. À ce moment-là, on était à peu près à 5 mètres de la porte. Et 2 Rottweilers enragés fonçaient vers nous. On s'est mis à courir immédiatement. Les chiens ont fini par rattraper Mark et Josh, alors que moi, j'ai réussi à me cacher derrière un buisson, un peu loin dans la forêt. J'ai attendu là pendant 5 minutes, essayant de reprendre mon souffle. Tout d'un coup, j'ai remarqué une lumière à environ 30 mètres dans la clairière. J'ai jeté un coup d'œil et vu l'homme qui venait vers moi, suivant apparemment mes traces. Je décide que ma seule chance de survie est de contourner la forêt discrètement et de revenir lentement vers la maison. Alors, je me suis déplacé doucement de l'autre côté du buisson, hors de sa vue. J'arrive enfin à entrer dans la maison et cherche immédiatement un téléphone.
Par chance, je trouve un téléphone sur le comptoir de la cuisine et j'appelle les flics. Je leur dis brièvement que je suis en grave danger et qu'ils doivent localiser le téléphone d'où j'appelle. Je monte ensuite à l'étage pour trouver un endroit où me cacher. Je remarque qu'une échelle de grenier est abaissée, alors je grimpe. Dès que je monte, une forte odeur me frappe, comme quelque chose en décomposition. La lumière est allumée et je cherche où me cacher. C'est là que je remarque un groupe de mouches dans le coin du grenier. Puis, je le vois. C'était un cadavre. Une femme dont le visage avait été sauvagement battu. Avant de réaliser, j'entends soudain la porte d'entrée se fermer. Je me cache vite derrière une étagère et j'entends le type crier « Je sais où tu te caches, petit malin. Je vois une fenêtre juste derrière moi. » Heureusement, c'était une lucarne dans le toit incliné, ce qui me permet d'accéder au sommet du toit. Je l'ouvre, pousse la neige et me faufile à travers pour atteindre le toit, fermant la fenêtre au passage. Quelques minutes plus tard, j'entends l'étagère sous moi s'effondrer et le gars jurer. J'entends aussi un hélicoptère arriver au loin. À peine soulagé, je vois soudain la fenêtre s'ouvrir. C'est là que je me rappelle avoir laissé de la neige sur le sol du grenier en montant sur le toit. Je la maintiens fermée en me tenant dessus. Les lumières de l'hélicoptère m'éclairent. Il est juste au-dessus, avec une corde lancée vers moi. Je saisis la corde et, à ce moment, un objet frappe mes pieds et brise la vitre de la fenêtre. Ce type a cassé la vitre. Il tente d'attraper mes pieds, mais je suis hors de portée, tandis que je grimpe à la corde et que l'hélicoptère s'élève. Je ne veux pas vous embêter avec tous les détails, mais Josh était sérieusement blessé. Il a réussi à tuer le chien qui l'attaquait, mais Mark est devenu paraplégique, car le chien lui a dévoré les jambes pendant qu'il était inconscient après avoir heurté un arbre. Le type qui voulait nous tuer aurait apparemment tué sa femme et purgeait une peine à perpétuité. On n'est jamais retourné voir cette colonie, mais croyez-moi, on a bien appris à respecter les règles les plus élémentaires à partir de ce jour-là.